Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier rendez-vous d'information de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Sa Majesté le roi Mohamed VI décide de mettre fin aux fonctions de plusieurs hauts responsables suite au rapport de la Cour des comptes comportant les résultats et conclusions sur le programme Al-Husayma Manarat Mutawassit. Plus de 300 millions de dirhams pour le projet d'aménagement de Souq Salhin à Salé. Le souverain a procédé hier à son lancement avec l'objectif de promouvoir les conditions de travail des commerçants et la sédentarisation des marchands ambulants. Message royal aux participants à la 7e conférence islamique des ministres de l'Environnement, dans lequel le souverain invite à une réflexion sur des mesures efficientes en vue de relever le défi écologique et lutter contre les changements climatiques. La séance inaugurale de cette conférence a été présidée par son Altesse royale la princesse Lalla Hasna. Le principe de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes se concrétise. Sa Majesté le roi Mohamed VI a décidé hier de mettre fin aux fonctions de plusieurs responsables ministériels et autres hauts responsables suite au rapport de la Cour des comptes comportant les résultats et conclusions de la Cour sur le programme Al-Husayma Manarat Mutawassit. Un rapport présenté au souverain hier par le premier président de cette instance au Palais Royal à Rabat en présence du chef du gouvernement et des ministres de l'Intérieur et de l'Économie et des Finances. Souad Anachet. Au cours de cette audience, le premier président de la Cour a présenté devant Sa Majesté le Roi un rapport comportant les résultats et conclusions de la Cour sur le programme Al-Husayma Manarat al-Mutawassit. Le rapport de la Cour des comptes a souligné que les investigations et enquêtes qu'elle a menées ont confirmé l'existence de plusieurs dysfonctionnements enregistrés sous le précédent gouvernement. Le rapport a également révélé que plusieurs secteurs ministériels et établissements publics n'ont pas honoré leurs engagements dans la mise en œuvre des projets et que les explications qu'ils ont fournies ne justifient pas le retard qu'a connu l'exécution de ce programme de développement. Le rapport a en outre démontré qu'il n'existait ni malversation ni détournement. Concernant la gouvernance et à titre d'illustration, la commission centrale de suivi composée des responsables gouvernementaux concernés ne s'est réunie qu'en février 2017, soit 16 mois après la signature de la convention, au moment où la commission locale de contrôle et de suivi présidée par le gouverneur de la province d'alors a démontré son incapacité à mobiliser et à encourager les différents partenaires et à imprimer le dynamisme nécessaire pour le lancement des projets sur des bases solides. Le rapport ajoute que devant le non-respect des engagements et le retard évident dans le lancement des projets, certains secteurs concernés ont transféré une partie de leur contribution financière à l'Agence de développement des provinces du Nord comme moyen de se dérober à leurs responsabilités. Et eu égard à l'importance de ce programme de développement et à la multiplication des intervenants, il était nécessaire que le gouvernement et la commission ministérielle du suivi assument la mission de supervision directe à l'initiative du ministère de l'Intérieur, notamment durant sa phase de lancement. S'agissant de l'exécution des projets programmés, il a été constaté un grand retard dans le lancement des projets. Pis encore, la grande majorité de ces projets n'avaient même pas été lancés, avec l'absence d'initiatives concrètes de la part de certains intervenants concernés pour leur lancement effectif. De par les prérogatives constitutionnelles de Sa Majesté le Roi, en tant que garant des droits des citoyens et protecteur de leurs intérêts, en application des dispositions de l'article 1 de la Constitution, notamment dans son alinéa 2 relatif à la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes, se basant sur les différents rapports soumis à la haute appréciation du souverain par l'inspection générale de l'administration territoriale, l'inspection générale des finances et la Cour des comptes, et après détermination des responsabilités de manière claire et précise, prenant en considération le degré de manquement dans l'exercice de la responsabilité, Sa Majesté le Roi a décidé un ensemble de mesures et sanctions à l'encontre de plusieurs ministres et hauts responsables. Dans ce cadre et en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, notamment dans son alinéa 3, et après consultation du chef du gouvernement, Sa Majesté le Roi a décidé de mettre fin aux fonctions de plusieurs responsables ministériels. Il s'agit de Mohamed Hassad, ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en sa qualité de ministre de l'Intérieur dans le gouvernement précédent.
Mohamed Nabil Ben Abdullah, ministre d'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, en sa qualité de ministre de l'habitat et de la politique de la ville dans le gouvernement précédent. El-Houssi El-Wardi, ministre de la Santé, en sa qualité de ministre de la Santé dans le gouvernement précédent. El-Arbi Ben Chir, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de la formation professionnelle en sa qualité d'ancien directeur général de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Sa Majesté le Roi a décidé également de mettre fin aux fonctions de Ali Fassi Fihri, directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. Pour ce qui est des autres responsables dans le gouvernement précédent également concernés par ces dysfonctionnements, Sa Majesté le Roi a décidé de leur notifier sa non-satisfaction pour n'avoir pas été à la hauteur de la confiance placée en eux par le souverain et pour n'avoir pas assumé leurs responsabilités, affirmant qu'aucune fonction officielle ne leur sera confiée à l'avenir. Il s'agit de Rachid Belmokhtar Ben Abdullah, en sa qualité d'ancien ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. L'Hassan Haddad, en sa qualité d'ancien ministre du Tourisme. L'Hassan Skouri, en sa qualité d'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports. Mohamed Amin Sbihi, en sa qualité d'ancien ministre de la Culture. Hakim Al-Haïti, ancien secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, chargé de l'environnement. Par la suite, Sa Majesté le Roi a chargé le chef du gouvernement de soumettre des propositions de nomination de nouveaux responsables dans les postes vacants. En ce qui concerne le reste des responsables administratifs, au sujet desquels les rapports ont relevé des manquements et des dysfonctionnements dans l'exercice de leurs fonctions et qui sont au nombre de 14, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions au chef du gouvernement en vue de prendre les mesures nécessaires à leur encontre et de soumettre un rapport à ce sujet à Sa Majesté. D'autre part, les résultats et les conclusions du rapport de la Cour des comptes ont montré que suite aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi lors du Conseil des ministres tenu le 25 juin 2017, une nouvelle dynamique a été enregistrée au niveau de la mobilisation des différents intervenants, de même qu'un progrès notable a été réalisé au niveau de la mise en œuvre des projets. Dans ce cadre, Sa Majesté le Roi, tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement actuel en vue d'accélérer la mise en œuvre des projets programmés, a donné ses hautes orientations pour tirer les leçons des difficultés qu'a connues le programme de développement Manarat al-Mutawassit afin d'éviter les dysfonctionnements et les obstacles qui pourraient entraver la réalisation des chantiers de développement dans les différentes régions du royaume. Sa Majesté le Roi a également réitéré ses hautes instructions en vue de prendre toutes les mesures organisationnelles et réglementaires visant à améliorer la gouvernance administrative et territoriale et interagir de manière positive avec les revendications légitimes des citoyens dans le respect strict de la loi et de l'état de droit. Il est de notoriété publique que Sa Majesté le Roi, depuis son accession au trône, veille personnellement au suivi des projets lancés par le souverain, adoptant une approche spécifique basée sur l'efficience, l'efficacité et la célérité dans l'exécution et sur le strict respect des engagements. Il est à souligner que ces décisions royales s'inscrivent dans le cadre d'une nouvelle politique qui ne se limite pas uniquement à la région d'Al-Hoceima, mais englobe toutes les régions du Maroc et qui concerne tout responsable, tout niveau confondu, en application du principe de corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes, d'encouragement des initiatives constructives et de promotion des valeurs de patriotisme sincère et de citoyenneté engagée au service de l'intérêt général. Dans ce contexte, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions au ministre de l'Intérieur en vue de mener les investigations nécessaires au niveau national au sujet des responsables relevant du ministère de l'Intérieur à l'administration territoriale, tout grade confondu. Sa Majesté le Roi a donné également ses hautes orientations au premier président de la Cour des comptes pour l'examen et l'évaluation de l'action des conseils régionaux d'investissement. Et ce rapport présenté par le premier président de la Cour des comptes, souligne que les investigations et enquêtes menées ont confirmé l'existence de plusieurs dysfonctionnements enregistrés sous le précédent gouvernement. Le rapport a également révélé que plusieurs secteurs ministériels et établissements publics n'ont pas honoré leurs engagements dans la mise en œuvre des projets. Mohamed Aitlishker pour les précisions.
Le rapport d'évaluation relatif au programme de développement territorial de la province d'Al Husseima, Manarat al-Mutawassit, et qui a été présenté devant Sa Majesté le roi Mohammed VI, souligne d'abord que la Cour des comptes a procédé à l'examen du rapport d'enquête élaboré conjointement par l'Inspection générale de l'administration territoriale et l'Inspection générale des finances et a demandé aux principales parties prenantes des compléments d'information relatifs à la préparation du programme et à l'état d'avancement des projets lancés à fin septembre 2017. Elle a aussi auditionné certains responsables des organismes concernés. L'examen des documents et des informations disponibles à ce jour n'a pas révélé de malversation ou de détournement, mais a permis de constater des dysfonctionnements, à la fois dans la phase préparatoire de ce programme, dans l'élaboration de la convention cadre qui le régit et dans sa mise en œuvre. En effet, souligne le rapport de la Cour des comptes, l'analyse de la phase préparatoire qui a eu lieu entre 2014 et 2015 a permis de constater que le processus de choix des projets à réaliser dans le cadre du programme de développement territorial de la province d'Al Husseima, Manarat al-Mutawassit, ne répondait pas à une vision stratégique intégrée et partagée par tous les partenaires. La consistance du programme tel qu'elle figure dans la convention cadre a été arrêtée de manière approximative et l'échéancier figurant retrace uniquement la répartition annuelle des contributions financières des 20 parties prenantes. Or, en l'absence d'une ventilation par projet, ces contributions ne pouvaient avoir qu'un caractère estimatif. La convention cadre a été signée devant Sa Majesté le roi le 17 octobre 2015 à Tétouan. Le ministère de l'Intérieur, comme la wilaya de la région, aurait dû s'assurer au préalable que la convention en tant que cadre contractuel ne se limite pas à des clauses générales, mais soit appuyée par des documents essentiels tels que la liste exhaustive des projets à réaliser, leur consistance, les estimations actualisées des coûts et les supports budgétaires. Le comité local de supervision et de suivi n'a pas été en mesure de mobiliser les autres partenaires en termes de contribution effective et de réactivité. Il n'a pas non plus insufflé la dynamique nécessaire pour le lancement du programme sur des bases solides. Le planning prévisionnel des projets programmés et leur budget n'ont été évoqués pour la première fois que lors de la réunion de la commission centrale de suivi tenue en février 2017, soit 16 mois après la signature de la convention. Or, au regard de l'importance de ce programme, du budget alloué, du nombre important de signataires et des délais de réalisation relativement courts, le pilotage devait se faire au niveau du gouvernement et de la commission ministérielle de suivi à l'initiative du ministre de l'Intérieur et non au niveau du gouverneur, surtout durant la phase de démarrage, pour traiter en particulier les contraintes se rapportant à la consistance des projets, à la mobilisation du foncier, au financement et procéder aux arbitrages nécessaires en cas de difficulté. La mise en œuvre du programme a connu un démarrage timide, souligne encore le rapport. En effet, depuis la signature de la convention cadre en octobre 2015 jusqu'à février 2017, la Cour des comptes a constaté une insuffisance, voire une absence d'initiative pour démarrer l'exécution effective des projets par la plupart des intervenants, aussi bien au niveau central que local. Ainsi, sur les 644 projets prévus dans le programme, les réalisations à fin 2016 se limitent à 5 projets achevés et 45 projets en cours. Les raisons avancées par plusieurs parties prenantes pour expliquer ce retard se rapportent à la réception tardive de la convention cadre, à la non-programmation des crédits budgétaires et aux difficultés de mobiliser le foncier. La Cour des comptes estime que ces arguments ne peuvent justifier le manque d'initiative pour entamer le démarrage du programme. Le retard dans la notification de la convention aurait pu être évité par la remise aux différentes parties prenantes de copies certifiées conformes à l'original dès le lendemain de la signature de la convention. De même, le gouvernement aurait pu répondre favorablement aux demandes de crédit formulées par certains départements pour leur permettre d'honorer leurs engagements. En outre, une attention particulière aurait dû être accordée à la mobilisation du foncier, eu égard aux contraintes spécifiques de la région, liées à sa rareté, à son coût élevé et à la diversité de ses statuts. Cependant, il y a lieu de signaler qu'avec l'installation du nouveau gouvernement et surtout après le Conseil des ministres du 25 juin 2017,
une nouvelle dynamique a été enregistrée et comme conséquence de cette mobilisation, l'état d'avancement du programme s'est amélioré de manière significative. Ainsi, selon les informations et documents produits à la Cour à fin septembre 2017, 512 projets étaient en cours de réalisation ou en phase de démarrage pour un montant global de 3,9 milliards de dirhams. Entre janvier et juillet 2017, 12 conventions spécifiques ont été signées par différents partenaires avec l'Agence pour la promotion et le développement du Nord, en vertu desquelles celle-ci se trouve désormais chargée de la maîtrise d'ouvrage d'un nombre important de projets dont la réalisation incombait initialement au département signataire. La Cour des comptes estime que la décision de confier à l'Agence du Nord la réalisation d'un nombre important de projets pour un montant total de près de 3 milliards de dirhams, représentant plus de 46% du budget global du programme, comporte des risques en termes de suivi, de coûts et de délais. Elle s'interroge sur la capacité de cette agence à réaliser, en plus de ses projets propres engagés dans d'autres provinces du Nord, un programme de cette envergure malgré ses moyens humains limités. De même, la Cour des comptes estime que l'empressement observé chez plusieurs départements ministériels, tels que l'éducation nationale, la santé, la jeunesse et sport, la culture et l'environnement, de recourir à l'agence n'est pas justifié. La Cour des comptes recommande à ces départements d'accélérer l'élaboration des études préalables nécessaires, de procéder à l'acquisition et à l'assainissement du foncier, de veiller au déblocage régulier de leurs contributions financières à l'agence et de renforcer leurs équipes au niveau local pour suivre de près l'exécution de leurs projets. Concernant le ministère de l'Habitat et de la Politique de la Ville, la Cour des comptes constate que la convention spécifique qu'il a signée avec l'Agence du Nord n'a été visée qu'en août 2016 et seuls 50 millions de dirhams ont été débloqués sur un montant de 220 millions de dirhams prévu pour la période 2016-2017. La Cour recommande au ministère notamment d'accélérer les études pour démarrer les travaux relatifs aux projets de confortement et de stabilisation des terrains au quartier Bougibar. Le ministère devrait aussi se mobiliser aux côtés de l'Agence du Nord pour assurer un suivi rapproché des projets relevant de ses prérogatives. Pour le ministère du Tourisme, au vu du retard constaté dans le lancement du programme touristique, la Cour des comptes recommande de renforcer et de diversifier les actions de promotion engagées cet été en raison de l'importance du tourisme pour l'économie de la région. Pour l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, la Cour recommande de sécuriser l'approvisionnement de la région en eau potable qui constitue une source de préoccupation des autorités locales et de rattraper le retard accusé par l'Office dans la réalisation de la station de dessalement ainsi que du projet d'adduction d'eau depuis le barrage de Bouda. Pour l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, la Cour recommande de veiller à la réalisation des 2 centres de formation professionnelle, Abni Bouillache et Issagen, pour assurer leur ouverture dès la rentrée prochaine, surtout que les appels d'offres les concernant ont été lancés avec retard et n'ont été adjugés qu'en octobre 2017. D'autres départements comme l'équipement, l'eau, l'agriculture et les eaux et forêts, bien que leur projet ait connu un démarrage timide, ont pu accélérer la cadence de leur réalisation et pour certains renforcer leur programme, ce qui les met dans une position favorable pour réaliser leur projet dans les délais. Pour le ministère chargé de l'équipement, la Cour des comptes recommande d'accélérer les projets de désenclavement de la province d'une manière générale, notamment les tronçons routiers relevant du programme Manarat al-Mutawassit, dont le budget a été porté de 464 millions de dirhams à 714 millions et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'achèvement des travaux de la voie express Taz al-Husseima dans les meilleurs délais au regard de son importance pour l'ensemble de la région. Au vu de la sensibilité de la problématique de l'eau dans la région, le ministère doit également accorder une attention particulière aux différents programmes relatifs à l'approvisionnement en eau portés par le secrétariat d'État de l'Agence du bassin hydraulique et l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. Concernant le ministère de l'Agriculture, à fin septembre 2017, un engagement financier de 233 millions de dirhams a été déployé, couvrant ainsi 182% du programme initial des pistes et 102% de celui de l'arboriculture. Ce dernier axe a connu une accélération après un démarrage difficile dû à la saisonnalité de la plantation des arbres fruitiers
et à la nécessité de procéder au groupement des agriculteurs en organisation professionnelle. Concernant le musée océanographique, le foncier étant déjà identifié, aujourd'hui, la Cour recommande d'accélérer l'élaboration des études pour assurer le démarrage de ce chantier dans les meilleurs délais. Pour le Haut Commissariat aux eaux et forêts impliqué dans la réalisation d'un écomusée et d'un observatoire scientifique marin, la Cour des comptes recommande d'accélérer la réalisation des études spécifiques relatives à ces deux projets qui nécessitent une expertise particulière. À l'issue de l'évaluation de ce programme et afin de dépasser les dysfonctionnements dus essentiellement aux limites du mode de gouvernance, la Cour des comptes recommande: la commission centrale de suivi doit être présidée par le ministre de l'Intérieur. Elle doit se réunir sans délai afin de statuer sur tous les problèmes qui entravent le bon déroulement du programme, notamment en termes de mobilisation du financement, d'appurement du foncier et de finalisation des études. Elle doit aussi veiller à la cohérence de l'ensemble du programme, aussi bien entre ses propres composantes qu'avec les autres programmes socio-économiques initiés dans la région. La commission centrale devrait se réunir selon une fréquence trimestrielle et chaque fois que c'est nécessaire, elle doit exiger de chaque partie prenante de désigner un haut responsable comme interlocuteur unique chargé du suivi des projets de son département. Le comité local devrait se réunir selon une fréquence mensuelle pour suivre de près la mise en œuvre des projets sur le terrain et instaurer des mécanismes de coordination et de reporting avec des indicateurs appropriés par projet, sous-programme et programme. Une vigilance particulière devrait être accordée aux risques encourus par l'Agence du Nord, eu égard au volume important des projets dont elle a désormais la charge, et veiller à ce que chaque partie prenante assume sa part de responsabilité dans l'exécution et le suivi des projets confiés à l'agence. Enfin, la Cour des comptes suggère de s'appuyer sur la réalisation du programme Manarat al-Mutawassit pour engager un plan intégré inclusif pour le développement socio-économique de la région. Focus maintenant sur un projet qui se veut une nouvelle illustration de la politique de proximité portée par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Hier, le souverain a procédé à l'arrondissement Tabriz-Salé au lancement du projet d'aménagement de Souq Salihin, un projet qui entend notamment promouvoir les conditions de travail des commerçants, la sédentarisation des marchands ambulants et l'éradication des constructions insalubres. Tout cela pour un budget prévisionnel de 305 millions de dirhams. Mohamed El Ishkar. Le projet sera réalisé sur une superficie de 25 hectares au niveau de l'arrondissement Tabriz à Salé. Un futur souk à Salihin qui ambitionne la promotion des conditions de travail des commerçants, la sédentarisation des marchands ambulants, la promotion de l'économie solidaire, l'intégration du commerce informel dans le tissu économique, en plus de l'éradication des constructions insalubres et la libération des voies et espaces publics ainsi que l'embellissement du paysage urbain. Un projet qui consiste en la construction d'un complexe commercial de 968 commerces, un marché central de 391 commerces, l'aménagement et la commercialisation d'un lotissement à usage d'habitation, la réalisation de terrains de proximité avec 4 terrains de mini-foot, 2 terrains de basketball et un skatepark, et de kiosques pour la vente de fleurs et d'oiseaux. L'une des principales composantes consiste donc en le recasement des commerçants. C'est un objectif premièrement social, c'est le recasement des commerçants se trouvant sur le site. Un objectif environnemental, la création d'espaces verts et de terrains de proximité. Et kadalik, un objectif commercial, puisqu'on va créer des commerces qui vont être développés et créer de l'emploi pour cette zone. Le projet porte également sur la construction d'un parking souterrain qui sera réalisé dans le cadre d'un partenariat entre la commune de Salé et un opérateur privé. Avec un délai de réalisation de 36 mois, le projet d'aménagement de Souq Salihin, dont les travaux de réalisation ont été lancés par Sa Majesté le roi Mohammed VI, contribuera sans nul doute à la promotion des conditions socio-économiques de milliers d'habitants, ainsi qu'à la dynamisation de l'activité économique au niveau de la ville de Salé, qui vit au rythme de grands chantiers, initiés par Sa Majesté le roi pour le bien-être et la prospérité de l'ensemble des citoyens.
Pour une coopération islamique efficace en vue de réaliser les objectifs de développement durable, c'est le thème retenu pour la 7e conférence islamique des ministres de l'Environnement. La séance inaugurale a été présidée ce matin à Rabat par son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement. Une séance marquée par le message adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI aux participants à cette conférence, message dont lecture a été donnée par son Altesse royale la princesse Lalla Hasna. Sa Majesté le roi souligne le devoir de réfléchir à la mise au point de mécanismes durables et d'adopter des mesures efficientes en vue de relever le défi écologique et lutter contre les changements climatiques. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, a présidé la séance inaugurale de la 7e conférence islamique des ministres de l'Environnement, tenue sous le thème « Pour une coopération islamique efficace » en vue de réaliser les objectifs de développement durable. La séance inaugurale a été marquée par le message adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI aux participants à cette conférence et dont lecture a été donnée par son Altesse royale la princesse Lalla Hasna. Dans son message, Sa Majesté le roi a souligné le devoir de réfléchir à la mise au point de mécanismes durables et d'adopter des mesures efficientes en vue de relever le défi écologique et lutter contre les changements climatiques, un phénomène qui représente une menace réelle pour toutes les nations, y compris les pays islamiques. Dans son message, Sa Majesté le roi a appelé à redoubler d'efforts pour élaborer des stratégies intégrées propres à garantir la sécurité alimentaire. Le Maroc, qui a connu un bond prodigieux de son économie, notamment grâce au développement de secteurs socio-économiques clés, s'est engagé ces dernières années dans une dynamique ambitieuse qui lui a permis d'intégrer les principes de développement durable dans toutes ses politiques publiques, a fait savoir le souverain dans son message. Et Sa Majesté le roi de préciser, dans ce cadre, que le Maroc a consacré dans la Constitution de 2011 le droit à jouir d'un environnement sain à travers une politique de développement durable. Le Royaume a adopté la Charte de l'environnement et du développement durable et la Stratégie nationale du développement durable 2016-2030, ainsi que le plan ambitieux de l'énergie solaire. Le Royaume est également engagé avec conviction et détermination aux côtés de la communauté internationale dans la lutte mondiale contre le changement climatique, a tenu à souligner Sa Majesté le roi. Le souverain a incité dans ce cadre à la mise en chantier d'une politique volontariste visant à concilier les nécessités du développement économique avec l'urgence d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre par la mise en place d'une économie faiblement carbonée, soulignant que le Maroc a été parmi les premiers à présenter ses contributions déterminées au niveau national dans le cadre de l'application de l'accord de Paris sur le climat. Sa Majesté le roi a cité aussi parmi les réalisations du Maroc la création du centre de compétences en changement climatique, l'expression d'un engagement ferme du Maroc à faire de la coopération Sud-Sud un choix stratégique de sa politique externe. Notre visée ultime est de dynamiser le développement socio-économique de notre pays, a dit le souverain, qui veut mettre en place dans les années à venir un mécanisme favorisant l'émergence d'un marché de carbone. Dans le cadre des efforts du Maroc à consolider ses partenariats conclus avec les pays islamiques, Sa Majesté le roi a rappelé la proposition du Royaume pour la création de l'Académie islamique pour l'environnement et le développement durable. Le souverain a également souligné la nécessité de mettre ce projet au service de l'action commune en l'érigeant en cadre de référence scientifique dédié aux questions de l'environnement. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mohammed Sadis, Malikul Maghrib. Et cette séance a été également marquée par l'attribution à Sa Majesté le roi de l'écusson d'or de la conférence qui a été remis à son Altesse royale la princesse Lalla Hasna. Cette distinction est une reconnaissance des initiatives pionnières du souverain en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc. Et puis sachez que lors de la cérémonie d'ouverture de cette conférence, un programme de coopération en 2018-2019 pour l'appui des programmes pédagogiques en matière de développement durable a été signé entre la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement et l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Ce programme a pour ambition de donner une nouvelle impulsion à la coopération entre les deux organismes.
Signalons ce message royal de félicitations adressé au président de Chine, Xi Jinping, à l'occasion de sa réélection en tant que secrétaire général du Parti communiste chinois lors du 19e congrès de ce parti. Le message royal souligne, je cite, que le renouvellement de la confiance en votre personne et l'inclusion de votre pensée dans la charte du Parti communiste chinois témoigne de la grande considération dont vous jouissez auprès des représentants du peuple chinois, eu égard aux qualités de sagesse et d'acuité politique dont vous faites preuve et de votre engagement indéfectible à conduire votre pays vers davantage de réalisations économiques, sociales et politiques, lui permettant d'occuper la place d'avant-garde qui lui échoit dans le concert des nations. Fin de citation. Moins de 15 jours après l'arrestation de 2 présumés terroristes liés à Daesh à Fès, nouveau coup de filet ce mercredi dans la capitale spirituelle. Le Bureau central d'investigation judiciaire a procédé tôt ce matin au démantèlement d'une dangereuse cellule présumée terroriste composée de 4 extrémistes partisans de Daesh et s'activant à Fès. Les premières investigations ont révélé que les mis en cause, imprégnés de la pensée de Daesh, projetés sous l'influence des publications propagandistes de cette organisation terroriste, de mener des attaques à Fès, attentant à la sûreté des personnes et des biens. Les perquisitions effectuées se sont soldées par la saisie d'armes blanches, dont des haches et des couteaux de différents calibres, d'une combinaison militaire, de manuscrits incitant au djihad et faisant l'apologie de Daesh, ainsi que d'équipements électroniques. Les suspects seront déférés devant la justice aussitôt terminée l'enquête qui se poursuit sous la supervision du parquet. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de l'Intérieur. À la une de l'actualité étrangère, Israël compte construire 176 nouveaux logements à Al-Quds Est dans un quartier palestinien. Le plan approuvé par une commission de la municipalité israélienne de Jérusalem ferait de la colonie de Nov Zion, qui compte déjà 91 logements, la plus importante implantation israélienne au sein d'un quartier palestinien dans la ville sainte. La validation de ce projet intervient une semaine après l'approbation de plus de 2600 logements pour Colon en Cisjordanie, territoire contigu à Jérusalem et occupé par l'armée israélienne. Il n'y a pas eu finalement de vote ce mercredi à la Commission européenne sur le glyphosate, l'herbicide controversé de Monsanto. Le comité d'experts européens chargé du dossier devrait se réunir dans les prochains jours. Le prolongement de l'autorisation d'utiliser le glyphosate divise à l'appui des risques sanitaires encourus par les agriculteurs qui l'utilisent puis par les consommateurs qui l'intègrent. La Commission européenne, qui proposait jusque-là de prolonger la licence pour 10 ans, a fait un pas et s'est dite favorable à un renouvellement pour 5 à 7 ans. Au Kenya, la crise politique s'enlise. La présidentielle organisée 2 mois après l'invalidation de l'élection du chef d'État sortant Uhuru Kenyatta se tiendra bien demain jeudi. L'opposant Raila Odinga a appelé les électeurs à boycotter le scrutin. Le climat politique s'est nettement détérioré depuis l'élection du 8 août remportée par le président Kenyatta, mais dont les résultats ont été invalidés par la Cour suprême le 1er septembre. Elle avait évoqué des irrégularités dans la transmission des résultats et ordonné la tenue d'un nouveau scrutin dans les 60 jours, comme prévu par la Constitution. Les prestations de la CNSS à portée de clic. La Caisse nationale de sécurité sociale capitalise sur le 2.0 et c'est toute une campagne qui vient d'être lancée pour faire connaître les nouveautés concernant les services d'Amancom et Ma CNSS. Un nouveau pas est franchi dans le digital pour permettre le rapprochement des citoyens des services électroniques. 90% des assurés déclarés sont d'ailleurs déjà en ligne. Sarah Katir. La digitalisation de l'ensemble des processus administratifs de la CNSS contribue à la simplification des procédures pour les assurés et employeurs affiliés à la Caisse nationale. Ainsi, le portail d'Amancom a été créé pour permettre aux employeurs de procéder à la télédéclaration et au télépaiement à travers un système hautement sécurisé.
Les principales missions du centre d'appel à l'Odaman de la CNSS est de traiter les demandes d'information, réclamations par les différentes langues, par la langue arabe et les dialectes marocains, et la langue française aussi. Donc, elle a pour mission aussi de traiter les réclamations reçues depuis le site cnss.ma et depuis l'application mobile Ma CNSS et à travers la page Facebook Ma CNSS. Le centre d'appel à l'Odaman est aussi à l'écoute des clients pour leur apporter conseils et assistance en temps réel. Le portail d'Amancom, c'est 14 ans d'existence, c'est 90% des salariés déclarés via ce portail et c'est 70% des entreprises qui déclarent. Ce portail est dédié pour la télédéclaration et télépaiement. D'après les retours des informations des entreprises et des remarques, on a décidé, c'est-à-dire la CNSS a décidé de faire une refonte pour ce portail. La refonte, non seulement pour améliorer l'existence, mais aussi on a ajouté des nouveautés. Et c'est dans le but d'informer ses clients sur les e-services mis à leur disposition et les inciter à les utiliser que la CNSS lance une campagne de communication dont la durée s'étale sur 1 mois. Nous devrons bientôt repasser à l'heure GMT. Cela se fera dimanche 29 octobre à 3 h du matin. Pour régler vos horloges, il suffit donc de les retarder d'1 heure. Concrètement, à 3 h, il sera seulement 2 h du matin ce dimanche-là. Et avec ce retour à l'heure d'hiver, nos rendez-vous d'information changeront aussi d'horaire. À partir de dimanche prochain, nous aurons le plaisir de vous retrouver à 18 h 30. La principale édition de la journée sera diffusée à 20 h 30, les JT en langue amazigh et espagnole à 14 h. Pas de changement pour l'édition de la mi-journée qui sera maintenue à 13 h et le dernier bulletin d'infos aux alentours de 23 h 15. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. J'aurai plaisir de vous retrouver demain à 19 h.